Merci Jean-David. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Armand Pomard, animateur régional géothermie en Île-de-France, un poste que j'occupe depuis un peu plus de 2 ans maintenant et qui est financé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et notamment la direction régionale d'Île-de-France. Et mon poste est porté par la FPG. Je dis ça pourquoi? Parce qu'une partie des diapositives que je vais présenter se focalise sur l'Île-de-France. Et donc forcément, ça induit un petit peu un biais sur notamment la géothermie profonde. Et je dirais quelques mots à ce stade. Pour tout ce qui est géothermie de surface, vous le verrez, les diapositives sont tout à fait préparées et prévues pour aborder la géothermie de surface dans toute la France. Alors, comme j'ai un petit peu une présentation introductive, je vais rapidement passer sur aujourd'hui la vision de la géothermie par les intelligences artificielles qui finalement reflètent assez bien la vision de la géothermie par le grand public. C'est les images qui apparaissent ici. Alors, je suis désolé de décevoir certains. Je ne vais pas parler de dinosaures qu'on voit en haut à gauche. On n'en croise pas tous les jours en géothermie. Je ne vais pas non plus parler de volcans, parce que sinon, on ne ferait pas beaucoup de géothermie en France. Et puis encore moins de zones comme l'Islande, où on voit sur les 2 plus grandes images des installations industrielles qui produisent de l'électricité. Donc malheureusement, cette image-là, elle reflète un petit peu la vision du grand public en géothermie. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner la vraie vision de la géothermie en France, celle qui est déjà développée et qui va se développer encore plus à l'avenir. Il a coupé l'éclairage. Alors, non, c'est bon. Oui, pardon. Alors, la présentation va s'articuler autour de 3 parties. Je vais passer très vite sur la première qui est la définition de la géothermie, parce qu'on a vu ça en introduction. Donc, on ne va pas s'attarder énormément dessus. Et puis, je me focaliserai vraiment sur les 2 grandes familles de géothermie, que sont les géothermies de surface et les géothermies profondes, qui sont vraiment les 2 termes qu'on retient maintenant, par opposition à tous les termes qui datent maintenant de quelques années, où on parlait de très basse, basse, moyenne, haute température. Finalement, on s'y perdait un peu. Et donc, on a simplifié les choses d'un commun accord avec la filière, l'ADEME, le BRGM, l'administration, sur ces 2 termes, géothermie de surface et profonde. Alors peut-être juste un chiffre qui est intéressant de rappeler dans la définition de la géothermie, c'est 99%. 99% de la masse de la Terre est à plus de 1000 degrés. Donc sur Terre, il n'y a pas de problème d'énergie, qu'on soit... Un petit problème de diapositive, donc je vais meubler quelques secondes. 99% de la masse de la Terre est à plus de 1000 degrés. Donc sur Terre, qu'on soit d'accord tous ensemble aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'énergie. Aujourd'hui, il y a un problème pour recourir à l'énergie qui est dans notre environnement, ce qui est un problème un peu différent, mais il n'y a pas de problème d'énergie. La géothermie, elle est présente partout, partout sous nos pieds, et même dans le dernier pourcent, celui qui nous concerne, qui est entre 1000 degrés et 0 degrés, voire dans le négatif, et ben finalement, il y a énormément de choses à faire. Pourquoi? Parce qu'on a un gradient géothermique qui fait que plus on s'enfonce sous terre, plus la température augmente, de l'ordre de 30 degrés par kilomètre, en partant en France métropolitaine d'une température de départ de 10 à 16 degrés pour faire simple. Donc autrement dit, entre 10 et 200, 300 degrés, il y a énormément de choses à faire pour des usages divers et variés, notamment chauffer des bâtiments, qui représentent aujourd'hui la majeure partie des besoins d'énergie du territoire. Si on continue un petit peu la classification, on commence à mettre des valeurs sur ces termes de géothermie de surface et profonde. On va beaucoup parler de la limite de 200 mètres. 200 mètres, c'est un petit peu la limite qu'on se fixe pour la géothermie de surface. Alors, ça ne sort pas de nulle part. 200 mètres, c'est réglementaire. C'est lié à un cadre réglementaire assez spécifique que Vivien présentera peut-être un petit peu après, étant donné qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une bonne vision sur toutes les opérations qui se situent dans ce cadre et qui s'appelle géothermie de minime importance et qui permet de chauffer principalement des bâtiments individuels, du logement collectif, mais également du tertiaire des industries. Et puis géothermie profonde, par définition, sera donc tout ce qui sera au-dessus, en dessous plutôt, de 200 mètres de profondeur et qui va permettre de produire soit de la chaleur directement via les eaux souterraines, et on va voir que c'est ce qui est principalement développé sur le territoire. Et dans les cas un peu plus extrêmes, et ça a été présenté en introduction, dans des contextes géologiques bien particuliers, on va être capable de valoriser la vapeur qui est présente dans le sol, mais on ne s'attardera pas énormément dessus,
puisqu'on parle quand même d'un nombre limité de projets actuellement et a priori d'un développement qui sera également relativement limité par rapport à tout le reste. Alors, la géothermie de surface. Géothermie de surface, vous verrez dans les quelques slides qui arrivent après, il y a tout un tas de technologies qui peuvent être mises en place, tout un tas d'échangeurs souterrains qui peuvent être implantés pour capter cette chaleur. Alors cette chaleur, je le dis tout de suite, on va parler de 10 à 18 degrés prélevés dans le sol. Donc c'est une température qui est relativement faible. Donc ça peut paraître aberrant pour certains de parler de chaleur de la Terre quand on parle de 10 degrés, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait 10 degrés dans la salle, on serait tous avec des blousons. Et donc, cette température, on va la retrouver à la fois dans les eaux souterraines et à la fois dans le sol lui-même. Forcément, les eaux souterraines baignent dans le sol et donc il y a une certaine homogénéité des températures sur ces deux milieux. Et donc, c'est les deux grandes principales familles d'exploitation de la géothermie. Les systèmes ouverts qui vont prélever des eaux souterraines et les systèmes fermés qui vont valoriser la chaleur du sol. Avec, dans la plupart des cas, une pompe à chaleur géothermique. Alors, si on commence, la première carte d'identité en géothermie de surface, c'est la géothermie sur nappe, celle qui valorise directement les eaux souterraines et leur température. On voit sur le schéma de gauche le principe général. On va fonctionner avec deux forages, un forage de production et un forage d'injection. Forcément, on a obligation en géothermie de surface, et notamment de minime importance, que tout le volume qui est prélevé au niveau du forage producteur soit réinjecté dans son intégralité. Dans le contexte actuel, c'est d'autant plus pertinent quand on parle de sécheresse, de diminution du niveau des nappes. C'est vraiment le cadre qu'on s'impose en géothermie, de tout rejeter. Tout rejeter modulo quelques degrés qu'on aura prélevés, de l'ordre de 4 à 5 degrés sur les projets. Je vous ai mis une petite carte de France qui, une fois de plus, sera détaillée par Vivien après et qui montre un petit peu que les opérations de géothermie de surface, on parle quand même d'un certain nombre de milliers d'opérations sur le territoire, voire même de dizaines de milliers d'opérations. Et j'ai cité quelques retours d'expérience qui sont intéressants, alors soit qui sont réalisés depuis quelques temps, soit qui sont en cours de finalisation. Bon, peut-être pour présenter le plus important, actuellement, en tout cas, un qui a bonne presse, c'est le projet au Palais de l'Élysée. Voilà, on va avoir 3 forages. Alors, c'est un peu particulier, ce n'est pas un doublé, c'est un triplé, qui va chauffer une partie des bâtiments de l'Élysée. On a également des serres qui peuvent être chauffées par géothermie sur nappe, des stades, des bassins nautiques. Et puis dans Paris, un bâtiment assez intéressant, c'est le Collège des Bernardins qui depuis plus de 15 ans est chauffé et refroidi par géothermie. Et on part d'un bâtiment qui a plusieurs siècles, donc comme quoi la géothermie est vraiment adaptée même à la rénovation. La géothermie sur nappe a l'avantage de prendre relativement peu de place par rapport à la quantité d'énergie qui est produite, liée au fait qu'il n'y ait que ces 2 forages dans la plupart des cas. La deuxième solution, c'est les sondes géothermiques sur la slide d'après. Les sondes géothermiques ont l'avantage de pouvoir être implantées absolument partout sur le territoire. Et ce, qui est une ressource en eau, qui n'est pas de ressource en eau, c'est quand même un avantage non négligeable quand on sait que la présence de nappes souterraines en quantité suffisante et en qualité suffisante n'est pas homogène sur le territoire. Et donc là, on voit que sur la carte de France, on commence à combler des zones dans lesquelles il n'y a pas forcément énormément de ressources en eau souterraine. Et donc les 2 solutions sont vraiment complémentaires. Dans certains cas, on peut envisager les 2 solutions pour un projet. Dans d'autres cas, on va plutôt privilégier les sondes, notamment quand il n'y a pas d'eau dans le sol. Et donc, ces sondes géothermiques, qu'est-ce que c'est? C'est un forage d'une certaine profondeur, pour faire simple, entre 100 et 200 mètres, dans lequel on va insérer des tuyaux en PEHD, donc du polyéthylène haute densité. Donc, c'est à peu près les mêmes matériaux que les réseaux d'eau actuels. Autrement dit, c'est du matériau qui est robuste, qui en plus est coulé dans un coulis géothermique qui vient le protéger et améliorer l'interface avec le sol. Et donc, on est sur des solutions qui ont des durées de vie encore plus importantes sûrement que des forages d'eau, et surtout qui ont ces durées de vie sans aucune maintenance. Ce qui est quand même très intéressant, et notamment pour les particuliers qui sont très friands de cette solution, puisque un particulier va globalement mettre une sonde géothermique dans son jardin, ce qui tout de suite est un peu plus contraignant quand on a un bâtiment qui va être 100 fois plus gros, où il faudrait envisager de faire une centaine de sondes géothermiques. Là, ça peut vite devenir contraignant d'un point de vue du foncier. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces 2 solutions et que ça va nous permettre de jongler selon les projets. Et là, une fois de plus, quelques retours d'expérience. Alors, comme il y a un public de géologues, forcément, j'allais parler de vin.
Alors, il y a le château viticole du Pontet-Canet qui, depuis peut-être une petite dizaine d'années, est maintenu en température. Notamment, les caves d'affinage sont maintenues en température grâce à 73 sondes entre 60 et 100 mètres. Donc, il y a vraiment toute une panoplie de projets qui peuvent se développer avec cela. Et même en milieu urbain, on voit le projet Nanterre Cœur Université, hein, dans une zone ultra dense où on a réussi à caser une centaine de sondes. Et là, les deux suivantes, je vais passer un peu plus vite parce que c'est un petit peu moins réplicable. Cette solution de géothermie, ce qu'on appelle sur géostructure ou sur fondation active, l'idée, c'est de se dire les sondes, plutôt que de faire des forages dédiés aux sondes, je vais profiter de faire des forages pour implanter des fondations et mettre ces mêmes tuyaux directement dedans. Donc là, forcément, ça se produit qu'en phase de construction et donc ça vient limiter de facto le nombre de projets parce que on sait qu'on rénove plutôt des bâtiments qu'on en construit. Et donc forcément, quand on a une solution qui est dédiée à la construction, c'est beaucoup moins reproductible. Et donc là, j'ai listé une dizaine de retours d'expérience en Ile-de-France. Et notamment, pour les Parisiens d'entre nous, des stations de métro de la ligne 14 ont intégré certains de ces échangeurs géothermiques et permettent de chauffer, refroidir soit les bâtiments au-dessus, soit les stations elles-mêmes. La solution suivante, elle est intéressante, notamment quand on ne peut pas faire de forage. Donc, soit on a une emprise foncière qui ne le permet pas, soit on a un terrain qui ne le permet pas, soit on a une réglementation qui ne le permet pas. On peut également faire de la géothermie sans forage, seulement en creusant à quelques mètres de profondeur. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les échangeurs compacts. Et donc, c'est particulièrement adapté, on s'en doute, aux petits projets liés au fait que les profondeurs soient plus faibles. Là, c'est juste pour dire deux mots, pour dire que d'autres choses existent et d'autres choses sont assimilées à la géothermie, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif. Les eaux usées, ce qu'on va appeler la cloacothermie, c'est assimilé à de la géothermie. Pourquoi? Parce que ça circule dans le sol, c'est tiède. Et donc, finalement, comme on utilise une pompe à chaleur derrière, ça ressemble un petit peu au principe de géothermie. Et donc, notamment au niveau des financements, c'est rattaché à la géothermie. Et puis, on a d'autres réservoirs d'énergie qui sont absolument énormes autour de nous, qui ne sont pas souterrains, qui sont à l'interface entre le souterrain et l'atmosphère. Ça va être les grands réservoirs d'eau. Donc, l'eau de mer, les eaux de lac, les eaux de fleuves. On a par exemple quelques projets de géothermie sur la Seine qui permettent de climatiser les grands musées parisiens, notamment le Louvre, est rafraîchi grâce à l'eau de la Seine. Et donc tout ça, j'ai commencé à utiliser le mot, on parle de pompe à chaleur derrière, étant donné qu'on prélève une ressource entre 10 et 18 degrés, ce n'est pas suffisant, ni en température élevée, ni en température basse. On ne peut pas faire du chauffage directement, on ne peut pas faire de clim directement. Et donc on va passer par une pompe à chaleur géothermique pour convertir ces températures moyennes en températures soit basses, soit hautes. Et donc ces pompes à chaleur, on en a tous fait l'expérience dans sa vie, a priori on en a tous au moins une chez soi. C'est un frigo. Qu'est-ce que c'est une pompe à chaleur? Ça déplace de l'énergie d'un milieu à un autre. Et donc, dans un frigo, on enlève la chaleur de l'enceinte du frigo et on la rejette derrière. Dans la pompe à chaleur, on va faire pareil. On va enlever de l'énergie du sol et la restituer au bâtiment ou vice-versa. Extraire de l'énergie du bâtiment, le climatiser, et la rejeter dans le sol, donc réchauffer le sol. Et donc, tout ça avec des performances assez phénoménales. On parle de rendement de 400%. Alors, ça peut paraître énorme ou pas beaucoup, il faut avoir en tête que les performances de la combustion, c'est un petit peu moins de 100%. Donc là, on voit qu'on est 4 fois meilleur. Sous-entendu, la facture derrière va être 4 fois plus faible, parce que c'est autant d'énergie qui n'est pas consommée, qui est prélevée directement dans le sol et qui n'est pas taxée, et qui est donc a priori gratuite, si ce n'est les investissements initiaux pour faire les forages, forcément. Pour finir sur la géothermie de surface, je présente ici quelques chiffres qui sont tirés de l'étude de filière que la FPG a publiée il y a quelques jours à peine. On est une filière qui est relativement mature. On voit qu'on a plus de 200 000 installations en France qui sont en fonctionnement. Si on fait un petit calcul en se disant que la majeure partie, et c'est ce qu'on voit sur les graphiques du dessous, que la majeure partie est dans des maisons individuelles et qu'on considère 4 à 5 personnes par maison individuelle, vous voyez qu'assez facilement, on parle d'1 million de personnes qui, en France, sont chauffées par géothermie de surface.
Donc, c'est pas rien. Donc, on en connaît tous dans notre entourage, ou alors on ne le sait pas, parce que ce n'est pas forcément un sujet de discussion avec toutes les personnes qu'on côtoie, mais il y a quand même déjà 1 million de personnes chauffées par géothermie de surface en France. On voit qu'on a une certaine stagnation, enfin, disons une augmentation relativement stable dans le temps, liée au fait que le marché du particulier s'est effondré ces derniers temps, pour tout un tas de raisons. Et c'est plutôt le secteur du collectif et du tertiaire qui porte le développement de la géothermie de surface aujourd'hui en France. Et donc, on aimerait bien à l'avenir que ces secteurs collectifs tertiaires continuent de se développer et qu'on ait un regain d'intérêt des particuliers pour développer la géothermie. Et puis, la dernière, la carte de France, nous permet de voir que même dans des régions, je pense à PACA, où on a un nombre de projets limité, on a une production géothermique qui est assez énorme et c'est lié au fait justement qu'on exploite la mer Méditerranée comme source d'énergie. Donc, on part de quelque chose qui est déjà assez gros. En 2023, 200 000 installations, presque 5 TWh d'énergie produite, c'est pas rien. Et là, c'est une étude qui a été publiée par le BRGM en lien avec l'ADEME et la métropole du Grand Paris. Donc, la métropole du Grand Paris, c'est Paris et sa petite couronne. Cette étude montre que près de 60% des besoins en chaleur et en fraîcheur du territoire pourraient être couverts par géothermie de surface. Ça sous-entend quand même que si dans le territoire le plus urbanisé de France, on arrive à couvrir quasiment les 2/3 des besoins en chauffage et en climatisation des bâtiments, individuels, collectifs, tertiaires, ça veut quand même dire que sur le reste du territoire, il y a des chances qu'on se rapproche des 100%. Donc aujourd'hui, la géothermie de surface, il n'y a pas de limite sur son développement. Il y a tout à développer devant nous, si je peux dire. Je vais aller un petit peu plus vite sur la géothermie profonde pour pas qu'on prenne de retard et parce que les typologies de projets sont finalement assez similaires les unes des autres. Alors en géothermie profonde, sur la slide d'après, vous allez découvrir le fonctionnement. Alors c'est la même slide que pour la géothermie de surface où j'ai barré ce qui n'est plus valable. En géothermie profonde, on va forcément valoriser les eaux souterraines. Il n'y a pas encore de projet, en tout cas en France métropolitaine, qui valorise directement la chaleur du sol. Il y a des projets en étude dans d'autres pays, mais en France, on va forcément chercher des eaux souterraines et on peut également mettre des pompes à chaleur, mais ce n'est pas obligatoire. Ces projets sont dans l'extrême majeure partie des cas, on va dire 95% des cas, raccordés à un réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas lié à la géothermie, c'est juste une manière de distribuer de l'énergie quand on a une unité de production assez grande qui est capable de délivrer de l'énergie à tout un quartier autour, voire toute une ville. Donc ce réseau de chaleur, il peut être alimenté par n'importe quoi, par une chaudière à gaz, par une chaudière au fioul, par la combustion des déchets. Bon, dans notre cas, sur le schéma, on a mis 2 forages de géothermie profonde, des forages déviés, qui nous permettent, notamment dans le cas de l'Île-de-France, à 1800 mètres de profondeur, de récupérer une température de l'ordre de 65 à 70 degrés. L'avantage, c'est que comme là, on parle d'une gamme de profondeur plus importante, de 200 mètres à plusieurs milliers de mètres, on a toutes nos chances de croiser plusieurs ressources en eau à différents niveaux et donc à différentes températures. Et donc, on voit ici sur le schéma tout ce qui est globalement exploitable ou qui risquerait d'être exploitable parce que tout n'est pas encore exploité. Et donc, en Île-de-France, on a énormément développé les projets type Dogger, donc ceux que j'abordais avant, et qui sont ici coloriés en bleu foncé sur les différents schémas. Si on regarde un petit peu l'historique, ça reprend la frise chronologique qui a été présentée en introduction et on vient ici mettre quelques chiffres supplémentaires. Alors, on retrouve bien Melun 1969, la première opération de géothermie profonde en France. Alors Melun est au sud de Paris, à une 50aine de kilomètres. Et on voit qu'à l'issue du projet de Melun, qui a été un succès, parce que ça fonctionne toujours, on a développé dans les années 80 une centaine de forages, autrement dit 50 projets, qui se sont très rapidement développés en seulement quelques années. Et puis malheureusement, un beau jour, on a eu du gaz de manière abondante et pas chère. Donc bon, pourquoi s'enquiquiner, aller chercher des eaux chaudes qui étaient corrosives, qui étaient compliquées à exploiter, etc. Donc pendant une vingtaine d'années, on n'a plus rien fait en géothermie. On a essayé de maintenir les opérations historiques, coûte que coûte, parce que ce n'était pas évident, c'était les débuts.
Et seulement dans un second temps, à partir de 2007, alors on parlait de 2010 tout à l'heure, 2007, opération d'Orly, l'aéroport d'Orly décide de refaire de la géothermie pour tout un tas de raisons, notamment liées au fonds chaleur et au fonds de garantie qui s'est relancé. On recommence à partir des années 2007-2010 à redévelopper la géothermie avec quasiment en 2023 une centaine de puits de plus de réalisés. Certains pour compenser les opérations historiques et d'autres pour des nouveaux projets. Alors justement, cette slide ne concerne que l'Île-de-France, mais vous verrez par la suite pourquoi j'ai fait ce raccourci. C'est parce qu'en fait, la majeure partie des opérations de géothermie profonde sont quand même situées en Île-de-France, autour de Paris, notamment dans le Val-de-Marne, où on voit même que ça commence à bouchonner dans certains territoires, à savoir, ça va être difficile de faire des opérations au Dogger identiques, parce que le sous-sol est suffisamment exploité dans ces zones, et où il faudrait donc envisager, sur ces territoires, d'utiliser d'autres ressources géothermiques, plus profondes, moins profondes. Il y aurait forcément quelques projets dans le bassin aquitain à présenter, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire aujourd'hui, et également des projets en Alsace. Peut-être rappeler aussi qu'en France, on est relativement bien placé, si ce n'est les champions d'Europe de la production de chaleur par géothermie profonde. L'Islande, on les met un peu à part. Ils ont quand même un contexte que personne d'autre n'a en dehors des Islandais. Sur la production de chaleur, on est vraiment le leader européen et on le voit surtout sur la carte, ça se focalise autour de Paris. Donc, c'est une cinquantaine de doublés en fonctionnement. Et puis surtout, on le voit avec les points rouges, c'est des zones qui sont encore dynamiques et qui continuent de se développer, avec en ce moment même au nord de Paris, à Aubervilliers et à Les Lilas, on a 2 nouvelles opérations qui sont en train d'être forées. Bon, ces quelques chiffres, je vais pas m'attarder dessus, c'est juste pour dire que si on fait de la géothermie, c'est notamment parce qu'on peut se permettre d'avoir un coût de production du mégawattheure qui est relativement faible. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même si par période le gaz est moins cher, on continue de développer la géothermie profonde. On parle ici d'un nombre d'équivalents logements qui, d'après la dernière étude, a été un petit peu rehaussé. On parle en fait d'1 million de personnes supplémentaires chauffées par géothermie profonde en France. Donc 1 plus 1, 2 millions de personnes en France chauffées par les géothermies. Et puis, voilà, des particularités qu'on peut envisager. Faire de la géothermie en zone volcanique, c'est le cas à Bouillante déjà actuellement. Ça va être de nouveau le cas à Bouillante avec le raccordement d'ici quelques années de nouveaux puits qui ont été forés il y a quelques semaines. On est capable, dans certains cas, de faire de l'électricité, même si c'est plus soutenu par l'État avec l'abrogation d'un tarif de rachat. Et puis surtout, dans les années à venir, on se mettra peut-être à produire du lithium de certaines eaux géothermales qui sont naturellement riches en cet élément et qui, plutôt que de valoriser exclusivement la chaleur, on pourrait se mettre à coproduire chaleur et minéraux. Même conclusion que la géothermie de surface, quelques chiffres, quelques courbes. Donc on parle de 80 installations sur le territoire national, 1 million de personnes chauffées, 2 TWh produits. On parle de côté électricité de 2 centrales de production, une en France métropolitaine, en Alsace, à Soultz-sous-Forêt, qui ne produit pas grand-chose malheureusement, qui a une puissance installée de 1,7 MW. Donc pour faire simple, c'est à peu près la puissance d'une éolienne. Et d'une centrale un peu plus grosse dans les îles, à Bouillante, avec un certain nombre de puits, la centrale dont je parlais avant. Puis surtout des projets qui se développent avec pas moins de 22 permis de recherche en cours sur le territoire, plus tous les projets qui n'ont pas besoin de permis de recherche et juste d'une autorisation de recherche. Et donc là, on peut facilement doubler le chiffre. L'usage, je le disais, principalement le chauffage d'habitants via des réseaux de chaleur. Bon, et puis cette conclusion, je ne vais vraiment pas m'attarder dessus parce qu'a priori, j'ai listé les points un à un au fur et à mesure de ma présentation. La géothermie, c'est aujourd'hui la seule énergie renouvelable qui est capable de produire du chaud et du froid avec la même installation. Et donc, ne serait-ce qu'en partant de ce principe-là, elle répondra à énormément d'enjeux futurs. C'est forcément renouvelable, durable, local, non intermittent, faiblement émetteur en CO2 lié aux performances, c'est relativement discret, etc., etc. Que du positif dans la géothermie.
Et puis, bah voilà, rappelez que c'est le moment d'en faire. Le gouvernement a publié le 2 février un plan de développement de la géothermie qui va être mis à jour sous quelques semaines pour être encore un peu plus ambitieux. Et puis surtout rappeler avec le premier graphique qu'en France, on a surtout besoin de chaleur. Je ne vais pas dire que l'électricité, on s'en fiche, mais presque. Aujourd'hui, on a besoin à peu près 2 tiers de l'énergie, enfin la moitié de l'énergie qui est produite en France sert à un usage de chaleur. Donc il y a un énorme enjeu de développer la chaleur renouvelable. On a ensuite besoin d'électricité et ensuite de se déplacer. Donc si aujourd'hui on doit parler de mix énergétique, il faut énormément travailler sur la chaleur renouvelable. Ça, c'est juste une liste de brochures ou de revues à feuilleter par la suite. Merci pour ce beau panorama des géothermies en France. On va prendre quelques questions. Alors, on a pris un peu de retard, donc on va peut-être un peu couper court. Mais si vous avez des questions, soit en présence, soit sur le distanciel. Première question de... Oui, merci. Moi, j'avais une question sur la géothermie en profondeur. En fait, vous avez parlé de potentiel du Dogger qui était déjà bien exploité. Donc, on comprend qu'en fait, il y a des limites ou en tout cas, il y a un moment donné, il y aurait peut-être trop d'installations. Est-ce qu'il y a des ratios, des recommandations sur l'exploitation de la ressource en fait si j'ai oublié ou j'ai loupé un Non, moment. j'en ai pas parlé, donc c'est une très bonne question. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en géothermie de surface, comme on prélève un delta de température assez faible, à un même endroit donné, pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, on peut exploiter la même ressource. La problématique en géothermie profonde, c'est que comme les investissements sont plus importants, si je peux dire, on surexploite le sous-sol. C'est-à-dire qu'on prélève plus d'énergie que ce que le sol est capable de régénérer en même temps. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un endroit donné, et pour un certain temps, la ressource géothermique est accessible. Et puis, 50 ans après, il y a des chances qu'elle ait été drastiquement diminuée. La particularité quand même en Ile-de-France, c'est qu'on a 12 millions de personnes à chauffer sur un territoire qui est plus que restreint. Parce que, en plus de ça, ces 12 millions d'habitants habitent principalement à Paris et sur la petite couronne. Et donc, forcément, ça fait qu'il y a une dissonance entre les besoins énergétiques qui sont exceptionnels et la ressource géothermique qui a beau être énorme, ne suffit pas à répondre à tout le monde. Et donc, oui, sur les zones historiques de développement dans le Val-de-Marne, le Dogger bouchonne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de nouveaux projets au Dogger. Mais comme je le disais, il y a le Trias qui est un peu plus bas, il y a des nappes qui sont un peu plus superficielles et qui peuvent être complètement intéressantes. Donc, ça ne veut pas dire un arrêt de la géothermie dans ces zones. Ça veut dire une optimisation des fonctionnements actuels et puis la recherche d'autres ressources au même endroit, à différents niveaux. Mais ce qui est quand même bien propre à la géothermie profonde et à l'Île-de-France. Alors, une deuxième question, en espérant que la réponse puisse être brève, de Jean-David Verne. Est-ce que on parle beaucoup de géothermie en fait en zone de plaine, dans les zones de relief en France, et on en a pas mal. On suppose que les isothermes sont plus favorablement atteintes. Y a-t-il sérieusement des possibilités encore peu exploitées sur ce plan-là? Je pensais même au domaine du tunnel en France, où on a déjà, pour des raisons de relief, justement, dû construire dans des lieux et à des distances, dans les terrains qui permettent de profiter d'un peu de chaleur. Est-ce que ça a un intérêt économique et est-ce que c'est envisagé en définitive? Alors, pour la géothermie de surface, je ne suis pas sûr que ce soit forcément favorable d'être à la montagne, parce que comme le point de départ de la température, c'est la température moyenne annuelle, il fait quand même globalement plus froid avec le relief. Donc, comme on valorise que les 200 premiers mètres, je pense qu'on n'arrive pas à avoir le gain en température espéré. Toujours est-il, quoi qu'il arrive, on a rarement plus de 12 degrés proche du sous-sol. Donc, qu'on soit à 12 ou à 10, on en discutait à table ce midi, globalement, ça ne change pas grand-chose. Ça va changer un petit peu la performance de la machine, mais ça ne rend pas possible ou impossible l'utilisation de la géothermie. Pour la géothermie profonde, c'est un peu différent. Et à vrai dire, on n'a pas énormément de projets dans les reliefs, mais on voit quand même en géothermie de surface des champs de sondes qui se développent énormément à la montagne pour répondre aux besoins de chalets, parce qu'ils ont justement des gros besoins de chauffage liés
liées au climat. Donc un grand développement de la géothermie de surface dans les zones montagneuses et dans les Alpes, on voit énormément de sondes géothermiques. Il y a des questions à distance, sinon on va passer. Ouais. Donc Didier Christophe écrit juste préciser que l'on a surtout besoin de chaleur dans l'Hexagone, mais aussi d'électricité dans les zones non interconnectées, notamment nos îles volcaniques, d'où l'intérêt des géothermies avec des S qui ont été agrandis pour bien montrer que c'était au pluriel tout ça. Je suis complètement d'accord, et dans ces territoires, on va même sûrement voir à l'avenir se développer la géothermie profonde pour faire du froid. Parce que même s'il n'y a pas besoin de chaleur, il y a énormément besoin de froid. Il faut climatiser tout un tas de bâtiments. Et donc, la géothermie profonde à très haute température permet, notamment par absorption, de produire de grandes quantités de froid. Donc, sur les territoires d'outre-mer, on verra à la fois la production d'électricité se développer et à la fois la production de froid. Clairement. Et on va passer à Vivien Baudouin du BRGM. Bien, bonjour. En attendant, je vais commencer à me présenter. Vivien Baudouin, donc moi je suis au service géologique national, autrement dit le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. On est un établissement public et donc on travaille, on œuvre dans le développement des connaissances sur les géothermies. Alors moi je suis basé à Nantes. En introduction, j'ai découvert la géothermie dès les années fin 90, début 2000, parce que je travaille depuis une petite trentaine d'années au BRGM.